Bonjour à tous. Cette année, l'équipe des rencontres de la guitare a décidé de faire plus ample connaissance avec le compositeur espagnol Joaquín Rodrigo, compositeur du célèbre concerto d'Aranjuez et du concerto andalou pour 4 guitares, entre autres. Pour cela, nous avons fait appel à Jean-Michel Ferrand, compositeur, chef d'orchestre, musicologue, et j'en passe, et à Emmanuel Rosfelder, concertiste international qu'on ne présente plus. Ces deux concertos seront joués l'an prochain lors de notre prochaine session en 2022. Je vous souhaite un bon moment et laisse la parole à Jean-Michel Ferrand. Merci. Avec Federico Mompou, Ernesto Halffter et Joaquín Turina, Rodrigo est certainement le phare de ce qu'on peut appeler la deuxième école des compositeurs nationaux espagnols du XXe siècle, après les grands pionniers que furent Granados, Albéniz et Falla. C'est le benjamin d'une fratrie de 10 enfants et il est né à Sagunt, qui est une très jolie ville à 25 km au nord de Valencia, le 22 novembre 1901. La date est importante car c'est jour de Sainte-Cécile et la Sainte-Cécile, c'est la patronne des musiciens. Peut-être peut-on voir là une forme de prédestination. Mais sans doute plus sérieusement, on peut voir les origines de sa vocation musicale dans le fait que très tôt, il a fréquenté les représentations lyriques du théâtre Apollo de Valencia. Valencia, c'est la capitale régionale dans laquelle ses parents avaient déménagé pour tenter de le soigner. Tenter de le soigner, mais ce fut en vain, car s'il a survécu à cette épidémie de diphtérie qui a ravagé la région en 1905, le jeune garçonnet d'à peine 3 ans va être frappé d'une cécité qui va être très rapidement définitive et incurable, malgré les nombreux traitements et les opérations qu'il a suivis. Donc, le jeune garçon de 3 ans est aveugle et il va suivre son éducation, sa scolarité, dans une école pour enfants aveugles, où il va apprendre le braille et plus tard même le braille musical, ce qui l'aidera à composer ses œuvres. Car il aime la musique et très tôt, dès l'âge de 8 ans, il va être initié au violon et au piano, dont il va maîtriser très rapidement la technique. Mais Joaquín est très vite attiré par l'art de la composition et il va s'inscrire au Conservatoire de Valencia dès 1917. Il a donc 16 ans pour y apprendre ce qui lui manque, c'est-à-dire la théorie, le solfège, l'harmonie et la composition. Et très vite, dès 1918, dès l'année suivante, donc, il va produire sa première œuvre d'orchestre qui s'appelle Juglares, c'est-à-dire ménestrel. On verra quelle importance tout à l'heure. Et donc il reste 5 ans au Conservatoire de Valencia et comme la plupart des grands compositeurs espagnols de l'époque, il va partir faire le voyage pour Paris pour aller se perfectionner dans cet art difficile de la composition. Et à Paris, le grand maître à l'époque, c'est Paul Dukas, qu'il va rencontrer à l'école normale et il va suivre ses cours de composition. Du reste, quand Dukas mourra en 1937, Rodrigo lui dédiera une pièce pour piano qui s'appelle Sonada de Adiós. À Paris, il va aussi rencontrer un autre immense musicien qui est à la Sorbonne, qui enseigne l'esthétique musicale, et qui est Maurice Emmanuel. C'est aussi très important pour lui. Mais Paris, décidément, va être une pierre d'angle pour sa formation, puisqu'il va rencontrer, là-bas, une jeune poétesse et pianiste turque qui s'appelle Victoria Camii, qui va devenir son épouse en 1933. Et Victoria Camii va avoir sur Rodrigo et sur sa carrière une influence considérable puisqu'il écrira de la musique sur nombreux de ses poèmes, mais également elle interviendra dans sa carrière, y compris quelquefois au plus profond et au plus secret de ses œuvres. Et c'est enfin à Paris qu'il va composer son œuvre la plus célèbre, qui est le concerto d'Aranjuez, mais bien entendu, nous allons y revenir un tout petit peu plus tard.
Pendant son séjour à Paris, il ne fera que quelques très rares escapades en Espagne. Et surtout, durant la guerre d'Espagne, il résidera, on le retrouvera en Allemagne, en Suisse et en Autriche, où il enseignera. C'est bien entendu une période difficile. C'est un compositeur éloigné de sa patrie en des heures extrêmement douloureuses. C'est peut-être pour cela qu'il a composé des pièces vocales qui sont particulièrement poignantes durant cette guerre d'Espagne. Et en fait, il ne retournera définitivement à Madrid que le 1er septembre 1939. C'est juste 2 jours avant la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Dès lors, il est à Madrid et il va avoir tous les prix, tous les honneurs. Voilà, ça va être une grande carrière qui commence pour lui, jusqu'à obtenir le poste très, très convoité de maître de musique Manuel de Falla à l'Université de Madrid. Mais également, tout de suite, après le succès d'Aranjuez, il commence une carrière internationale qui va l'amener à voyager dans le monde entier pour présenter sa musique qui est déjà jouée par les plus grands instrumentistes. Et si on pense à la guitare, bien sûr, il s'agit d'Alexandre Lagoya, d'Andrés Segovia, de Pepe et Ángel Romero, voilà, les plus grands, et Narciso Yepes, bien entendu, qui vont jouer sa musique aux 4 coins du monde. Le catalogue des œuvres de Rodrigo comporte environ 160 œuvres, 100 numéros d'opus. Et ces œuvres illustrent à peu près tous les genres musicaux existants, mais avec quand même une prédominance pour la musique de chambre, et notamment pour les instruments solos, essentiellement son instrument, le piano et la guitare, et aussi divers duos et beaucoup de mélodies. Et ce qui est frappant de remarquer, c'est que la musique dite pure est pratiquement absente de son catalogue, et toutes les œuvres comportent un titre, et donc comportent une espèce de programme. Ça, c'est assez intéressant parce que même les sonates, qui sont les sonates pour piano ou les sonates pour guitare, comportent toutes un titre, la Giocosa, l'espagnol, etc. Donc, et sa musique symphonique, on n'a pas de symphonie, mais on a 7 poèmes symphoniques. Donc prédominance de la musique à programme par rapport à la musique pure. Et le reste de son catalogue est vraiment inspiré de danse et de musique de caractère qui vraiment lui donne un aspect de ce qu'on appelle la musique de genre. Et ce qui est frappant, c'est que les concertos eux-mêmes, d'ordinaire, le concerto, c'est plutôt une forme de musique pure, et le concerto est une part importante de la production de Rodrigo, puisqu'il en a écrit 16 pour différents instruments, avec des transcriptions, mais tous ces concertos comportent un titre. Ça, c'est très important. Par exemple, le concerto Eroico pour le piano, par exemple, le concerto pastoral pour la flûte, par exemple, les sones en la giralda pour la harpe, le concerto d'été pour le violon. Tous les concertos comportent un titre. Et bien entendu, les concertos pour guitare, concerto d'Aranjuez, Fantaisie pour un gentilhomme, le concerto pour une fête, le concerto madrigal et le concerto andalou. Donc toutes ces pièces comportent des titres, ce qui est assez particulier, j'allais dire, au catalogue de Rodrigo. Et dans sa production, on peut noter 2 constantes. La première, bien entendu, c'est la présence de l'Espagne, car pratiquement toutes ses œuvres sont inspirées par le folklore espagnol. Le folklore de l'Espagne, ou le folklore, l'Espagne n'est pas une, mais elle est faite de beaucoup de régions, et il s'inspire de toutes les régions, de l'Andalousie, bien entendu, mais aussi de la région de Valencia, qui est sa région natale, de la Castille et aussi de la Catalogne. Alors j'ai dit inspiré, parce que si tout ce folklore, ces danses, ces chants populaires sont la sève nourricière du langage de Rodrigo, il ne les cite pratiquement jamais. C'est-à-dire qu'il s'abreuve à ce répertoire folklorique, mais il recrée son propre folklore imaginaire. Le deuxième axe très important dans ce catalogue, c'est le recours fréquent aux musiques du passé.
beaucoup de pièces de Rodrigo font référence aux musiques du passé. Pour la guitare, par exemple, on a la fantaisie pour un gentilhomme, on a des chants séfarades du XVe siècle pour les chœurs, on a les 5 pièces du XVIe siècle pour piano, on a le villancico pour orchestre à cordes. Vous voyez, tout ça, ce sont des références aux musiques du passé, et c'est extrêmement fréquent dans la musique de Rodrigo. Et certainement, le plus touchant, quand on lit très brièvement son catalogue, c'est que sa dernière œuvre, d'un catalogue qui est très important, puisque sa longévité est tout à fait remarquable. Je vous rappelle que Rodrigo est mort presque centenaire, en 1999. Et donc, sa dernière œuvre, il l'écrit en 1988. Il est donc âgé de 87 ans. C'est une sorte de testament musical et une sorte de boucle qui se referme avec son premier succès, puisque cette dernière œuvre s'appelle Aranjuez, ma pensée, et c'est un arrangement bien sûr du deuxième mouvement du concerto d'Aranjuez pour voix et guitare. Guitare qui, curieusement, occupe une place importante dans la production de Rodrigo, puisqu'il écrit 25 œuvres pour guitare seule, mais aussi des duos de guitare, des duos pour flûte et guitare, pour violon et guitare, pour voix et guitare. Alors je dis curieusement parce que, si c'était un excellent pianiste, il avouait lui-même qu'il était incapable de jouer 4 notes d'affilée à ce magnifique instrument qu'est la guitare. Et pourtant, on sait que pour les compositeurs, cet instrument merveilleux qu'est la guitare pose de réels problèmes quand on ne maîtrise pas sa technique. Et les guitaristes eux-mêmes, là je demande à Emmanuel s'il est d'accord, disent que en fait, Rodrigo maîtrisait parfaitement la guitare et qu'il écrivait pour eux des œuvres qui étaient tout à fait adaptées à sa technique. L'image de la guitare, pour nous, est intimement liée à la culture espagnole. Depuis le développement incroyable de cet instrument dans la péninsule ibérique dès le XVIe siècle, vraiment, la guitare est liée dans tous ses états à la culture espagnole. Et on devrait penser qu'il est naturel pour un compositeur espagnol d'écrire pour cet instrument. Et pourtant, ce n'est pas le cas des 3 grands prédécesseurs, de la première donc, génération des compositeurs espagnols, que sont Falla, Granados et Albéniz, qui n'ont pratiquement rien écrit pour la guitare et qui ont préféré, sans doute, j'allais dire, universaliser la culture espagnole en écrivant surtout pour le piano et pour l'orchestre symphonique, peut-être en la dépouillant d'éléments un tout petit peu anecdotiques ou populaires, et ils souhaitaient ainsi mettre la musique espagnole peut-être au niveau des autres musiques européennes. Rodrigo va en quelque sorte renouer avec la tradition des compositeurs pour la guitare, une vieille tradition qui date du XVIIe siècle en Espagne, avec Gaspar Sanz, mais aussi Santiago de Murcia, Aguado, Fernando Sor et bien sûr Tárrega. Et donc au XXe siècle, Rodrigo va doter le répertoire de la guitare de manière extrêmement riche, en particulier avec 5 grands concertos pour guitare et orchestre. La production de 5 concertos pour guitare dans l'histoire de la musique est rarissime et vraisemblablement unique. Et en cela, c'est tellement extraordinaire, considérable, qu'on pourrait la comparer avec 2 autres grands monuments que sont, par exemple, les 5 concertos pour violon de Mozart et les 5 concertos pour piano de Beethoven. Mais Rodrigo va aller plus loin, c'est-à-dire que quand il va s'emparer du genre du concerto pour guitare, il va le renouveler. Et par exemple, il va rompre avec la tradition qui était héritée depuis Vivaldi et Carulli, par exemple, où on en avait pris l'habitude de confier l'accompagnement de la guitare soit aux cordes seules, soit à des tout petits ensembles, pour préserver sa sonorité intimiste et délicate. Non, Rodrigo va rompre avec cela et il va confronter la guitare avec l'orchestre symphonique.
Et non seulement avec l'orchestre symphonique, mais avec l'orchestre symphonique avec beaucoup de bois, beaucoup de vent et en particulier des cuivres, puisqu'on aura la présence systématique et importante de corps et de trompettes. Et miracle de l'orchestration, la guitare n'est pas plus couverte par la masse orchestrale dans les concertos de Rodrigo que ne le sont un piano, une clarinette ou un violoncelle dans les concertos des autres compositeurs. Et il se trouve que ce miracle se produit dès son premier essai, qui est un véritable coup de maître, et bien entendu, c'est le concerto d'Aranjuez. Ce concerto d'Aranjuez, qui donc est écrit, je vous le disais tout à l'heure, à Paris durant le printemps, l'hiver et le printemps 1939, et qui va être créé l'an d'après, c'est-à-dire le 9 novembre 1940, à Barcelone, par Regino Sainz de la Maza, pardon pour l'accent. Et dès que ce concerto va être créé, il va débuter une carrière considérable tout autour du monde, ininterrompue jusqu'à aujourd'hui. Et si ce concerto d'Aranjuez est incontestablement l'œuvre la plus connue de Rodrigo, elle est également l'une des pages les plus célèbres de la musique espagnole et j'irais même jusqu'à dire l'une des pages les plus réussies et les plus célèbres de la musique dite classique, à l'instar par exemple des 4 saisons de Vivaldi ou de la 5e symphonie de Beethoven. Et il a réussi à obtenir une audience assidue de tous les publics, y compris des publics non spécialisés. Mais aussi des mélomanes et des professionnels, parce que les guitaristes concertistes vont s'emparer de ce concerto, bien entendu, dans lequel ils vont pouvoir démontrer à la fois leur virtuosité et aussi leur sensibilité. Sans conteste, l'incroyable succès du concerto de Aranjuez est dû à son deuxième mouvement. Mais pour autant, les mouvements extrêmes, 1 et 3, sont de très grande qualité, notamment avec des thèmes bien dessinés, qui frappent la mémoire, avec une véritable authenticité espagnole, qui fleure bon le terroir. Ça, c'est très important. Et bien entendu, ces 2 mouvements vont contribuer, avec le deuxième, indéniablement au succès de l'ensemble. D'ailleurs, avec sa référence à Aranjuez, ce concerto semble confirmer les 2 axes dont je parlais tout à l'heure de la production de Rodrigo, que sont l'Espagne et la musique au passé. Car Aranjuez est une petite ville à 50 km en dessous de Madrid, en Nouvelle-Castille, et elle est célèbre pour abriter le somptueux palais royal que Philippe II a fait construire au XVIe siècle et qui a été remanié ensuite pour Ferdinand VI au XVIIIe siècle. Donc, si vous voulez, on va maintenant entrer un tout petit peu plus à l'intérieur de cette œuvre avec Emmanuel Rosfelder. Le premier mouvement va faire alterner essentiellement 2 thèmes qui sont joyeux et vigoureux et qui ont des contours délibérément espagnols. Et dès le début, 2 éléments issus du flamenco vont alterner. Tout d'abord, l'alternance rythmique de la mesure à 6/8 et de la mesure à 3/4. Ça fait ta 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 pim pam pam ta 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 ta. Ça, c'est vraiment un des fondements de la musique flamenca. Et bien entendu, le deuxième élément, c'est l'installation dès le départ d'une technique très caractéristique de la guitare flamenca, qui est ce qu'on appelle le rasgueado. Il s'agit de balayer toutes les cordes de la guitare. Donc Emmanuel va nous jouer ce début du concerto d'Aranjuez. Voilà, donc la guitare commence seule avec ses rasgueados instrumentaux et il faut attendre
40 mesures, c'est-à-dire assez longtemps, pour que le premier élément mélodique intervienne. Et il interviendra avec le timbre assez agreste du hautbois, qui va donner une sorte de mélodie populaire qui aurait perdu ses paroles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce thème de hautbois va se superposer aux accords que l'on a entendus au début. Donc Emmanuel va rejouer les accords du début, et moi, je vais vous jouer la partie de hautbois, et vous allez voir que tout cela se superpose parfaitement. Merci Emmanuel. Vous voyez, donc ce thème de hautbois se superpose à ce qu'on vient d'entendre au début à la guitare seule. La deuxième idée qui va découler de la première idée est jouée d'abord au violon et va être traversée de gammes en fusée, soit aux cordes, soit au bois. Et on va y trouver également des rudes trilles et des dissonances très acérées. Ça aussi, c'est une des grandes caractéristiques de la musique de Rodrigo. Et ces dissonances, elles seront très souvent jouées aux trompettes, ce qui va donner quelque chose d'encore plus frappant. Et moi, qui me rappelle certains sourires grimaçants que l'on peut trouver dans des toiles, notamment dans la période noire, dans des toiles de Goya. Donc on va vous jouer ce petit moment. Vous voyez, quelque chose d'assez puissant, d'assez sarcastique, d'assez mordant. Voilà, donc tout ce premier mouvement va se bâtir autour de ces deux idées. Le troisième mouvement, lui, est intitulé Allegro Gentil. Gentil, ça veut dire doux en espagnol. Et il s'éloigne de ces rudesses du flamenco pour faire davantage référence à la vie de cour à Aranjuez, dans ces temps anciens, et avec des danses plus nobles et plus aristocratiques. Et cependant, l'alternance du 3 et du 2, si caractéristique, va toujours être présente, mais vous allez le voir de manière beaucoup plus noble. Donc Emmanuel va nous jouer toute la première partie de l'introduction de ce troisième mouvement qui est consacrée à la guitare seule. Voilà, c'est l'unique thème de ce dernier mouvement qui va se métamorphoser à plusieurs reprises, qui va être joué au grand orchestre ou alors en musique de chambre, et il va s'éloigner petit à petit, cette ronde dansée va s'éloigner et nous rendre le silence de manière un tout petit peu nostalgique. Mais bien sûr, après les mouvements extrêmes, nous revenons au mouvement central, au célèbre deuxième mouvement. Ce mouvement a quitté les salons, les ors des salons festifs pour repartir à l'extérieur et s'enivrer des fragrances odorantes qui, pendant les nuits d'été très chaudes en Espagne, s'exhalent des somptueux jardins du palais d'Aranjuez. Et là, on retrouve un cadre assez habituel de la musique espagnole, où vous savez qu'on vit beaucoup pendant la nuit. C'est par exemple le cas de la pièce pour piano et orchestre de Manuel de Falla, Nuit dans les jardins d'Espagne, et c'est aussi un cadre que l'on retrouve dans les Goyescas de Granados. Et ce mouvement a connu une telle popularité que sa mélodie est rentrée très rapidement dans l'inconscient collectif tout autour de la planète. Et quand on demandait à Rodrigo quels étaient les secrets d'une telle réussite, il répondait « Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. Et si je savais,
alors j'aurais découvert le succès lui-même, la panacée. Effectivement, popularité telle qu'en 1968, le chanteur de charme français Richard Anthony va reprendre sa mélodie pour une chanson à laquelle il va adjoindre des paroles qui s'appelle Mon amour et qui va faire le tour de la planète. Un peu comme fera quelques années plus tard Serge Gainsbourg en s'emparant du mouvement lent de la troisième symphonie de Brahms. Et comme souvent, lorsque on cherche à décrypter les secrets et les mystères des idées géniales, on a l'impossibilité de trouver des réponses rationnelles à laquelle viennent se substituer très fréquemment de nombreuses légendes. Et ceci, bien sûr, nous invite à réfléchir à l'éternelle question de la signification de la musique et plus particulièrement de la musique instrumentale. Est-ce que la musique instrumentale contient en elle-même une sémantique objective et universelle qui ferait que chaque être humain éprouverait la même émotion au même moment? Ou alors est-ce que chaque auditeur va retrouver une part de sa propre sensibilité? C'est une éternelle question. Et l'exemple du deuxième mouvement d'Aranjuez est assez caractéristique de cet état de fait. Certains trouvent cette mélodie tragique, ce qui leur a fait dire qu'elle était sans doute l'écho des bombardements de Guernica, ces bombardements qui a dû certainement produire chez les musiciens qui étaient alors expatriés une foule de sentiments extrêmement complexes. Alors peut-être que c'est en raison des accords, des grands accords du début, que tu peux nous jouer peut-être ou alors plutôt peut-être des accords extrêmement violents qui arrivent à la fin de la cadence instrumentale de ce deuxième mouvement. Voilà, peut-être cette violence fait-elle penser au bombardement de Guernica. D'autres trouvent que cette mélodie est plutôt douloureuse que tragique, peut-être en raison du timbre très particulier et très pénétrant du cor anglais, qui est le premier à chanter cette mélodie. Et aussi peut-être en raison de ces nombreuses notes brèves qui sont données sur les premiers temps, padadam, padadam, qui donnent peut-être quelque chose de douloureux. Voilà, donc ça, peut-être, on pourrait trouver cette mélodie assez tragique. D'autres, assez douloureuse, pardon, d'autres trouvent plutôt que cette mélodie a une sorte de sérénité, une sorte de suspension. Alors peut-être c'est en raison des nombreuses ornementations qui succèdent à ce que l'on vient de vous jouer, au moment où la guitare va entrer, et où toutes ces ornementations-là, comme ça, semblent défier la régularité du temps et nous donner une musique beaucoup plus aérienne. Donc si tu veux bien, on va jouer juste le début de ton entrée, sur Fa mi Fa.
voilà, donc une musique qui semble défier le temps. Bon, peut-être pour nous faire plaisir, en tout cas à nous, et peut-être vous faire plaisir à vous, on va vous rejouer tout ce thème depuis le début. On va aller peut-être un peu plus loin. Voilà ce sublime thème. Alors, tragique, douloureux, serein, trois interprétations bien différentes. Mais on peut se poser la question, bien entendu, de ce qu'en pense le compositeur lui-même. Rodrigo ne s'est jamais prononcé à ce propos, mais son épouse, Victoria, en revanche, prétendra bien plus tard dans ses mémoires que cette mélodie serait inspirée des moments heureux qu'ils ont vécus à Paris pendant leur lune de miel. Moment heureux, mais aussi une certaine petite douleur, puisque c'est aussi un moment où l'attente d'un premier enfant ne va pas arriver à son terme. Donc peut-être ces deux sentiments-là se mélangent-ils pour donner ce magnifique thème. Mais plus sûrement, je pense que la clé se cache dans le poème de Victoria que Joaquín va adjoindre dans cette dernière œuvre dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Aranjuez, Ma pensée. Donc, Rodrigo va adjoindre le poème de Victoria sur ce thème, donc pour voix et guitare. Alors, ce texte, qui est écrit en français, du reste, donc qui fait référence à cette riche période parisienne, évoque les jardins du Palais Royal au mois de mai. Les fleurs de rose, les magnolias, les fêtes galantes au son des flûtes et des guitares. Et il se termine par ces vers. « Mon amour, je te cherche en vain parmi les frondes où tant de souvenirs abondent des temps passés, des jours heureux. Nous avions 20 ans tous les deux. » Alors, ne serait-ce pas comme Robert Schumann, avec la fantaisie opus 17, dédiée à Clara, ce qu'il appelait un long chant d'amour vers toi.
Rodrigo écrira 2 autres concertos pour guitare seule et orchestre. En 1954, à la demande d'Andrés Segovia, la fantaisie pour un gentilhomme, Fantasia para un gentilhombre, c'est difficile à dire, qui utilise dans une sorte de suite pour guitare et orchestre des danses du guitariste espagnol dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, Gaspar Sanz. Et ici, Rodrigo s'amuse un peu, fait une sorte de jeu de mots avec son titre, puisque le gentilhomme fait bien entendu référence à cet aristocrate du XVIIe siècle, mais aussi à Andrés Segovia, que l'on surnommait le gentilhomme de la guitare. Donc une espèce de clin d'œil comme ça de la part de Rodrigo. L'autre concerto est assez tardif puisqu'il date de 1982 et ça sera sa dernière pièce pour guitare et orchestre. Il s'agit du Concierto para una fiesta, c'est-à-dire le concerto pour une fête que Pepe Romero va créer lors d'une fête privée chez les commanditaires texans qui sont William et Carol McKay. Donc, nouveau concerto, nouveau mouvement lent, et dans ce mouvement lent, Rodrigo, de nouveau, se souvient d'Aranjuez, en utilisant des formules mélodiques assez proches de ce concerto et aussi le timbre du corps anglais. Mais pour autant, ce concerto n'arrivera pas à effacer dans la mémoire le succès énorme du concerto d'Aranjuez. Il nous reste donc 2 concertos à aborder. En 1960, il y a un célèbre duo, qui est le duo Presti-Lagoya, qui va demander à Rodrigo de leur écrire une pièce pour 2 guitares et orchestre. Ce sera le concerto madrigal qui sera achevé en 1966. Mais hélas, la mort prématurée à 42 ans seulement d'Ida Presti va empêcher que ce concerto soit créé par les commanditaires. Et c'est le duo Ángel et Pepe Romero, les 2 frères, qui en donna la première audition en 1970 à Los Angeles. Ici encore, on a une référence au passé, puisque la structuration se fait à une sorte de suite de nouveau, et le matériau de base est emprunté à un compositeur du XVIe siècle, Arcadelt, plus précisément un madrigal très célèbre d'Arcadelt, d'où le nom de concerto madrigal. Ce madrigal s'appelle O felici occhi miei, en italien, ce qui veut dire « Ô mes yeux heureux », ce qui ne laisse pas de nous surprendre pour un compositeur aveugle. Et une fois encore, dans ce concerto madrigal, il se termine par un clin d'œil à Aranjuez. Plus original encore que le concerto à 2 guitares est le concerto andalouse qui est pour 4 guitares. Alors, les quadruples concertos ne sont pas légion dans l'histoire de la musique. On pense bien entendu au concerto pour 4 violons de Vivaldi, qui deviendra chez Jean-Sébastien Bach un concerto pour 4 claviers. On pense aussi peut-être à la symphonie concertante de Haydn pour violon, hautbois, basson et violoncelle, mais la liste de ces quadruples concertos est assez rare. Donc il fut écrit, lui, en 66, donc c'est une période assez riche, et il va être créé l'année suivante par la famille célèbre qu'on appelait les Romero, c'est-à-dire Celedonio, le papa, et les 3 fils, Ángel, Céline et Pepe. Et en fait, c'est tout autant l'extraordinaire virtuosité des dédicataires que l'origine de leur famille, Malaga, en Andalousie, qui va inspirer cette pièce qui combine une fois encore la forme du concerto baroque avec l'inspiration populaire, ici plutôt andalouse. Le premier mouvement est intitulé Boléro, tempo di Boléro.
Le boléro est une danse à 3 temps qui va se développer de manière fulgurante en Espagne au XVIIIe siècle et qui va avoir cette originalité de conquérir le cœur à la fois de l'aristocratie et des classes plus populaires. Et ce boléro va devenir tellement emblématique de la musique espagnole que les compositeurs, après, dès le XIXe siècle, dès qu'ils voudront teinter leur musique d'hispanisme, ou d'espagnolade, c'est un petit peu la mode au XIXe siècle, c'est très souvent en s'emparant de ce rythme très caractéristique du boléro qui fait tam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, pam, pam. Et bien sûr, tous ces compositeurs, alors je pense à Chopin, à Liszt, à Berlioz, à Tchaïkovski, à Rimsky-Korsakov et bien entendu à Ravel, donc vont se servir de ce rythme-là. Alors, ce concerto commence, comme tout à l'heure à Aranjuez, par des grands accords arpégés des 4 guitaristes, et le tempo de boléro va s'installer assez rapidement aux cordes. Voilà donc ce rythme de boléro qui va alterner à plusieurs reprises avec une version mélodique qui va être donnée d'abord au violon, puis ensuite au violon en dialogue avec la trompette en chorale. Donc on va vous jouer un petit peu ce passage. Donc vous allez voir, la mélodie, comme tout à l'heure dans le concerto Aranjuez, va venir se superposer à la structure harmonique qui avait été donnée d'abord par les guitares. Donc ces 3 éléments, les grands accords initiaux, le rythme de boléro et la mélodie, seront ensuite superposés aux 4 guitares. Bien sûr, on ne peut pas vous les jouer. Et puis, toujours soutenus par le rythme du boléro, les violons et les violoncelles vont développer une longue phrase à la fois déclamée et très chantante qui semble provenir directement du cantejondo et qui sera reprise ensuite par les 4 solistes. Donc on va vous jouer ce moment, c'est au moment où la guitare, la 4e guitare, va reprendre dans le grave cette mélodie, accompagnée donc par l'orchestre. Voilà, c'est une phrase très caractéristique du cantejondo par sa mélodie, mais aussi, j'allais dire, et surtout par sa structure harmonique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça, c'est très important parce que ici, on entend un des fondements de la musique espagnole, c'est ce que l'on appelle une cadence andalouse, très caractéristique et que l'on reconnaît vraiment très souvent dans la musique espagnole. C'est ceci. Voilà, c'est une formule harmonique qu'on appelle donc une cadence andalouse et qui est vraiment, quand on entend ça, tout de suite on dit tiens, l'oreille se dresse et on a dans l'oreille l'idée d'une musique espagnole. Alors juste après cette formule va arriver une phrase plus rapide qui va contraster en nous rappelant, comme dans Aranjuez, les ambiguïtés de la métrique A2 et de la métrique A3, qui en réalité provient des bulerías festives. C'est une danse qui provient de la région de Jerez. Voilà, et puis tout ce que nous avons entendu depuis le début va être alors presque intégralement répété, ce qui va donner à ce mouvement assez original une sorte de modernisation de la forme binaire baroque.
Le deuxième mouvement, comme dans le concerto d'Aranjuez, va présenter la cadence virtuose des 4 solistes, et il adopte une forme en 3 parties, dans lequel un très bel adagio va enserrer une danse plus rapide. Et malgré leurs différences, notamment leur différence de tempo, l'une est à 4 temps lente et l'autre, la partie centrale, est à 3 temps rapide, ces 2 parties vont être secrètement liées par un élément musical qui est une gamme descendante qui va se répéter et qui me fait penser à une basse de passacaille. Or, la passacaille, le nom vient de l'espagnol, est une danse ancienne espagnole, répétitive. Donc, encore une fois, Rodrigo fait référence à la musique espagnole du passé. Donc, si tu veux bien, Emmanuel, tu peux peut-être nous jouer le début lent de cette gamme. Voilà. Et dans la partie rapide, donc, nous allons retrouver cette gamme un petit peu plus dans l'aigu, avec la particularité de répéter les notes 2 fois. Voilà, c'est donc une sorte de liaison secrète entre ces 2 parties, qui est cette espèce de gamme descendante qui va unir l'ensemble. Alors, si l'on revient au début de ce mouvement, on va repérer un certain nombre d'éléments qui viennent du canterondo et donc du flamenco, puisque le canterondo a donné naissance au flamenco. Tout d'abord, on peut noter sa profonde tristesse et aussi ses éléments d'ornementation mauresque. Alors Emmanuel, si tu veux bien nous jouer juste le début, les 3 premières mesures de ce thème. Voilà, donc vous avez peut-être remarqué toutes ces notes répétées sur lesquelles il insiste avec des achacatours, c'est-à-dire des notes très très brèves, qui sont aussi une caractéristique du flamenco. Et s'en suivra aussi une émanation de ce que sont les improvisations des guitaristes flamenquistes. Ce sont des gammes qui vont être données assez rapidement à la guitare. Voilà, tout cela, bien sûr, nous rappelle Aranjuez. Et si vous le voulez bien, on va vous jouer l'ensemble de ce thème, tous les deux.
Voilà, la partie centrale va être majoritairement consacrée aux 4 solistes et à leur longue cadence, d'une très grande virtuosité. Il paraît que les Romero étaient de très grands virtuoses de la guitare. Et elle semble, bien entendu, cette cadence, s'inspirer également des improvisations des guitaristes de flamenco. Le final, quant à lui, est une sorte de tourbillon festif. Il est plus bref que les 2 autres, et il va s'articuler de nouveau en 3 parties autour de 2 danses. Alors, aux parties extrêmes, on va retrouver une sévillane vigoureuse et au centre, un zapateado. Alors, voici cette sévillane que nous entendrons aux extrêmes de ce mouvement. Donc cette sévillane, on l'entend au début et à la fin, et surtout, on va l'entendre encore une fois à la trompette. Et ici, on va pratiquement se sentir dans l'ambiance d'une corrida, puisque comme vous le savez, la trompette est un instrument que l'on entend beaucoup dans les corridas. En réalité, tout ce concerto réussit une fois encore à concilier à merveille la musique savante et les musiques populaires. Mais si l'on regarde la musique de Rodrigo de très haut, on se rend compte que c'est certainement là le centre nerveux de sa musique. Alors ces 2 concertos, nous les jouerons donc l'an prochain avec la Camerata Lutetia sous ma direction, 4 guitaristes et bien entendu Emmanuel Osfelder qui sera des nôtres pour jouer Aranjuez et aussi une des 4 guitares du concerto andaluz. Voilà, nous vous donnons donc rendez-vous l'an prochain pour ce moment qui sera festif, qui sera endiablé très certainement et qui nous conduira au centre de la musique de Rodrigo.